Bonjour à toutes et à tous et merci de nouveau de vous rendre sur cette chaîne. Je viens de passer les 400 abonnés, donc je suis vraiment super content. C'est pas grand chose par rapport à d'autres chaînes, mais moi ça me fait extrêmement plaisir. Vos retours sont très positifs dans les commentaires, donc merci à vous. Si ça vous plaît, tant mieux. J'espère que la vidéo du jour va vous plaire puisqu'on va parler de Moby. Eh oui, Moby, c'est cette star internationale, cet artiste de musique électronique que tout le monde aime ou que tout le monde déteste. Et oui, c'est assez tranché en général. Et avec ce fameux album Play sorti en 2000 qu'on a entendu jusqu'à la nausée avec tous ces singles magnifiques, indépendamment les uns des autres. Ils sont très beaux les singles, j'ai même acheté l'album à l'époque. Mais qu'on a entendu, surentendu, tous les singles étaient dans une publicité, dans une musique de film, dans une émission de télé, bref, on l'a trop entendu, et c'est à ce moment-là que Moby a changé de carrière. Et oui, car Moby, avant tout, c'était un DJ et un producteur extrêmement réputé dans le milieu de la techno dans les années 90, avant cet album qui a marqué donc un tournant dans sa carrière. Et bien justement, on va s'intéresser à cette période, ce début de carrière de Moby. C'était vraiment le King of Techno. Moby, de son vrai nom Richard Hall, a été surnommé Moby par ses parents. Il semblerait que ce soit un descendant, un arrière petit neveu de l'écrivain de Moby Dick, et donc c'est pour ça que ses parents l'ont surnommé Moby, et il va garder ce pseudo en tant qu'artiste. Moby touche à beaucoup d'instruments dans les années 80, il est passionné par la musique, il joue de la guitare, du piano, et puis petit à petit devient DJ car il s'intéresse beaucoup aux musiques électroniques. Il se dit très influencé par qu'ils appellent à l'époque les Américains la dance européenne, à savoir New Order, Giorgio Moroder, Depeche Mode, et oui, toujours les mêmes, mais c'est eux qui ont influencé les artistes de musique électronique. Et puis il devient DJ petit à petit, et c'est vraiment à la toute fin des années 80, en 1989, que sa carrière décolle vraiment. Il devient DJ à New York et commence à se faire repérer. Mais c'est en 1990 que le carton arrive, et ouais, avec le single Go. Go fera un numéro 10, un top 10 en Angleterre, et ce sera un hymne des clubs, un classique intemporel du clubbing. C'est vraiment un morceau phare dans la techno ou dans la tech house, vous appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est son deuxième single. Le premier single de Moby, qui s'appelait Mobility, est passé totalement inaperçu. Il y avait déjà en face B le morceau Go, mais Moby décide de le remixer et d'y rajouter l'ingrédient qui fait le succès de ce morceau, bien évidemment. Ce sont les cordes, les violons, les cordes qu'il pique à la bande son de la série Twin Peaks. C'est d'ailleurs pour ça que le remix s'appelle le Wood Tick Mix, en référence à un épisode de Twin Peaks. Je rentrerai pas dans les détails. C'est évidemment cette version-là qui reste la plus célèbre, la plus connue et la plus encore remixée aujourd'hui. Et c'est sa version Moby Go, le Wood Tick Mix. Évidemment, c'est donc un carton monumental. Moby dira d'ailleurs à l'époque que quand il a fait le morceau, il espérait tout au plus en vendre 4000 exemplaires. Il a été très surpris par le succès du morceau, notamment en Europe. Lui, il jouait surtout aux États-Unis. La culture électronique aux États-Unis en 1990 étant ce qu'elle est, les morceaux ne passent pas en radio, alors que le Go de Moby, lui, passera sur toutes les radios européennes. Et d'ailleurs, il se dit que si les DJ jouent son morceau à l'époque, c'est qu'ils ont un peu pitié de lui et qu'ils veulent jouer son morceau, histoire quand même de l'encourager. Bon, bref, c'est un carton, va ouvrir les portes de tous les clubs du monde entier à Moby. D'après lui, ce morceau ne lui aura rapporté que 2000 $. Et oui, il utilise beaucoup de samples, notamment un sample aussi de Loletta Holloway, et donc ça lui rapporte pas beaucoup d'argent. Les débuts de carrière de Moby ne sont pas très fructueux en termes de revenus de ses singles. D'ailleurs, il avait signé à la fin des années 80 sur un label de musique électronique indépendant
aux États-Unis et il veut s'en séparer. Sauf que son label ne veut pas le laisser partir. Comme ce label Instinct Records décide de ne pas libérer Moby de son contrat, et bien Moby décide de ne plus fournir au label de chansons, tout simplement. Sauf qu'il a déjà fourni pas mal de démos, alors qu'ils ne sont pas tout à fait finis, et du coup le label en profite pour sortir des albums de Moby, notamment le premier, Moby, et qui sera renommé d'ailleurs sous un autre nom, The Story So Far, mais en fait c'est quasiment le même album, il y a juste un ou deux morceaux qui ont été rajoutés dessus. Alors sur cet album on trouve évidemment donc d'après Moby des démos, des morceaux qui sont pas finis. On sent effectivement que c'est des morceaux de travail, des morceaux qui sentent bon un peu les débuts, et oui, les tests, les essais, les débuts, mais bon, il y a quand même quelques morceaux qui sortent du lot, notamment le Go, évidemment. On trouve donc des morceaux, qui ont un peu mal vieilli aujourd'hui, qui n'ont pas été dégrossis, qui sont un peu brutaux, qui sont pleins d'énergie, peut-être un peu trop d'ailleurs. On trouve le fameux Next is the E, morceau hyper énergique de Moby, qui d'ailleurs sera renommé en Angleterre I Feel It, Next is the E, avec la référence à l'ecstasy. Ça passe pas, et pour la sortie en radio, eh bien il sera renommé donc I Feel It. Next is the E, même si le morceau, on va dire que c'est du happy hardcore, vu son rave extrêmement rapide, eh bien on retrouve quand même déjà des semblants de mélodies, de piano, de cordes qui vont faire tout le succès de Moby dans les années 2000. Moby est un excellent compositeur, je vous l'ai déjà dit, et on commence déjà à sentir dans ses compositions l'envie de faire de belles mélodies qui saisissent, qui sont envoûtantes et qui sont assez grandioses. Et puis pour la petite histoire sur l'album, son premier album, on trouvera un morceau qui est rentré au Guinness Book des records, et oui, vous le savez peut-être, c'est le morceau Thousand. Le morceau s'appelle Thousand, 1000 en anglais. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le morceau a battu le record de BPM, de battements par minute, puisque le morceau dépasse les 1000 battements par minute, un peu plus 1013 je crois, ça a été recensé à 1013 battements par minute. Attention, c'est très rapide. Bon, c'était une expérience très rigolote de Moby de faire ce morceau, mais bref, en tout cas, Moby devient donc une star internationale qui est très recherchée. Il fait des tournées, il fait des DJ, bien évidemment, il mixe très bien d'ailleurs, tout le monde se l'arrache. Il fait des tournées avec Richie Houghton, avec Aphex Twin, avec les Shamen, avec les Prodigy. Il est dans la A-list, ce qu'on appelle, il est vraiment dans la liste des stars qu'il faut avoir, des DJ qu'il faut avoir dans son club. Et puis 1991 est une année extrêmement prolifique pour Moby, parce qu'il sort aussi, je vous l'ai dit, des singles sous d'autres noms, des singles qui sont très techno et très underground, notamment le single sous son nom UHF, le morceau s'appelle d'ailleurs UHF aussi. Et puis sous le nom Voodoo Child, un single qui s'appelle aussi, je vous le donne en mille, Voodoo Child. Et puis en tant que remixeur, écoutez, il marche aussi très très bien. Il remixe des morceaux qui deviendront d'ailleurs des classiques, notamment le morceau de Fortran 5, Hearts on the Line. C'est le remix de Moby qui reste aujourd'hui la référence de ce morceau.
1992-93, il arrive finalement à se libérer de son label initial, Instinct Records, pour une clause, il doit payer, c'est lui qui doit payer au label pour se libérer, il doit payer la somme de $10,000, semble-t-il, d'après les interviews de l'époque. Et donc il va signer sur un autre label, un label un peu plus gros, le label Elektra, et il signe aussi un accord d'exclusivité pour la distribution en Europe avec le fameux label Mute Records. Mute Records, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur la New Wave, évidemment c'est ce label né de la New Wave, ce label sur lequel signent des gens comme Depeche Mode, comme Yazoo, comme Goldfrapp, et donc comme Moby qui restera lié à Mute Records pendant de très nombreuses années. Et donc sur ce nouveau label Elektra, il peut enfin laisser libre cours à ses envies, à son imagination, et il va donc faire un album qui reste un album référence dans la carrière de Moby, en dehors de Play bien évidemment, c'est l'album Everything is Wrong. Moby dira qu'il considère cet album un peu comme sa bouée de sauvetage. Il était vraiment coincé avec son ancien label et là il a enfin les mains libres, il peut faire ce qu'il veut. L'album fonctionnera très bien, il sera même 25e du classement des albums en Angleterre. Aux États-Unis, l'album marchera pas trop, même quasiment pas, mais la critique par contre le reconnaît vraiment comme un très bon album. Et l'un des singles qui sort d'ailleurs, alors il y a 3 singles essentiels qui vont sortir de cet album que je vous ai sorti parce qu'ils vraiment ils marquent leur époque, et le premier notamment c'est Feeling So Real. Feeling So Real, c'est donc un son très happy hardcore, avec une rythmique extrêmement rapide, emprunté probablement à The Prodigy, parce qu'il dit qu'il aime beaucoup les Prodigy à l'époque, et ce son qu'il appelle dance, un peu un très Eurodance, c'est vrai que les Prodigy, avec No Good Start the Dance par exemple, regardez la vidéo sur les Prodigy, on est un peu dans ce son-là, une mélodie assez happy, assez joyeuse, des très bons vocaux, ça fait un très bon morceau de dance, même si c'est très speed, et bien le single marchera quand même très bien, notamment en Angleterre. Évidemment, ne comptez pas sur la France pour avoir Moby dans son top 50, mais en Angleterre ça fonctionne très bien. Autre single de cet album, un morceau que j'adore, là vraiment moi je le place carrément haut, c'est un morceau que j'adore écouter, il est fabuleux, la mélodie est magnifique, c'est le morceau Hymne. Alors il y a plusieurs versions, moi je préfère la European Edit qui est la plus connue parce que c'est la plus jolie, on va dire, la plus symphonique. Sublime, même s'il y a une rythmique très forte, Moby n'en fait jamais trop dans ce morceau. Il y a des orchestrations sublimes qui sont dignes d'un morceau de musique classique, avec des voix, des chœurs, des violons, des pianos, une superbe mélodie. Là on se dit que Moby est vraiment un sacré compositeur. J'avais même fait moi-même à l'époque un edit de ce morceau où j'avais retiré toute la rythmique, juste pour le plaisir d'écouter cette mélodie sans rythme. Mais évidemment le morceau est aussi très bon si vous gardez le rythme, bien entendu. Enfin, le troisième single de cet album qui marchera aussi très bien dans les clubs et dans les charts, c'est Every Time You Touch Me. Là, on est carrément dans l'Eurodance, on est dans une très jolie Eurodance avec de belles mélodies, avec une chanteuse, une mélodie qu'on retient facilement. Le morceau, bon, comme beaucoup de titres de cette époque, a aussi mal vieilli. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de remix de ce morceau. Mais ces singles là, un peu de happy hardcore, sont pas très remixés. Il faut dire que le rythme est très rapide et qu'en ralentissant le morceau, on risque de perdre quand même toute l'énergie et toute la saveur qui font ces morceaux-là. Yeah.
vous l'ai dit, l'album Everything Is Wrong est une réussite critique aussi, hein. La presse aime beaucoup cet album, on le retrouve souvent dans le classement des 100 meilleurs albums de musique électronique des années 90 ou même aujourd'hui encore dans les classements des albums à écouter de musique électronique. Et d'ailleurs à l'époque le journal le Billboard le surnommera King of Techno. Mais il y a quand même un petit couac dans la carrière de Moby déjà à cette époque. En 1995, Moby décide carrément de changer de style et de sortir un album de rock et de metal. Et oui, l'album s'appellera Animal Rights. Moby, c'est aussi une grande gueule, il faut le savoir. Moby a des principes très arrêtés, qu'on respecte ou qu'on respecte pas. Il le fait savoir, il est assez radical dans ses opinions, il défend le véganisme, il défend la cause animale. D'ailleurs, sur quasiment tous ses albums, vous avez une petite phrase pour défendre les animaux, et bon bah ça lui a valu pas mal de frictions avec d'autres artistes ou avec des labels ou avec des producteurs. Bref, en tout cas en 1995 il décide de sortir un album de rock et de métal, et évidemment au grand désespoir de tous les fans qu'il avait acquis jusqu'ici, qui le voient comme un maître de la techno. Et puis il sort un album de rock, ça va pas du tout, l'album se casse la gueule, ça ne marche pas du tout, à part évidemment dans la presse spécialisée rock et metal qui adore cet album, la presse électronique descend l'album et les ventes ne suivent pas non plus. Moby, a posteriori, dira d'ailleurs la chose suivante, il dira « Bon, je suis peut-être pas la personne la plus intelligente du monde, à l'époque où je faisais des albums techno, les radios ne voulaient pas passer la techno parce qu'elles trouvaient ça trop avant-gardiste, et au moment où je fais un album de rock, les radios me disent « Non mais on n'en passe plus du rock maintenant, voilà. » Donc bon, peut-être qu'il était trop en avance ou trop en retard. En tout cas, bon, écoutez, Moby aime bien partir dans différentes directions, hein. Il fera d'ailleurs aussi beaucoup de musique de film à cette époque-là, il fera d'ailleurs un album, un sport d'album qui est une sorte de compilation de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, qui s'appelle I Like to Score. Alors to score, évidemment un jeu de mots, score c'est marquer un but, mais c'est aussi la bande son d'un film, et c'est un album qui regroupe plein de musiques qui pourraient être des bandes son de films. On voit déjà un peu son instinct de faire des bandes son de pubs, de films, des choses très mélodiques, très harmoniques, avec une idée bien en tête, et notamment sur cet album on retrouve le remix du thème de James Bond. Oui, et Moby a remixé le thème de James Bond. Ce remix sortira à l'occasion du film Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan, je crois. Et d'ailleurs, le remix connaîtra un gros succès, notamment en Angleterre, évidemment, hein, James Bond. Il sera même 8e du classement anglais, c'est d'ailleurs le plus haut classement d'un single de Moby. Moby est une grande gueule, je vous l'ai déjà dit, et bien en 1998, il va de nouveau se friter avec son label Elektra. Elektra, eux, ils sont pas du tout contents par les résultats de l'album Animal Rights, et ils aimeraient bien que Moby fasse plus de tubes, hein, des choses qui passent à la radio et des choses qui cartonnent. Moby, lui, il n'a pas envie, il se définit comme un artiste, qu'il a envie de faire ce qu'il veut, et il se sent pas du tout à l'aise dans une major, et donc il décide de quitter le label Elektra. Par contre, il va rester lié en Angleterre au label Mute Records. Et donc en 1998, il quitte Elektra et il se met à cette époque à la MAO, la musique assistée par ordinateur, comme on dit en bon français. Et oui, il se met au logiciel informatique pour créer de la musique. Et ça, c'est un tournant dans la production musicale. Il faut bien comprendre que de nombreux artistes, de pionniers de la techno, de la house, ont disparu des radars dans les années 2000. Et ouais, au début des années 2000, ils n'ont pas su passer ce cap de musique électronique. C'était des gens qui composaient à l'aide de synthétiseurs, de produits analogiques, qui avaient leurs outils. Et du jour au lendemain, on remplace tout ça par un ordinateur, tout simplement. Mais il faut savoir maîtriser le logiciel, il faut avoir envie de s'y mettre. Et certains artistes n'ont pas franchi le pas et se sont laissés déborder, et donc de nombreux pionniers ont un peu disparu de la scène, même s'ils sont revenus dans les années 2010. Et Moby, non, il s'y met tout de suite, il s'y met en 1999, et c'est sur un ordinateur qu'il va composer l'album Play. Play, c'est un carton, il se vendra plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Le premier single, le single phare de l'album, c'est Honey. Honey, c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui est encore très dansant. C'est donc à partir de ce moment-là que Moby prendra une toute autre dimension. Ça devient une star internationale, c'est même
peut-être d'ailleurs à cette époque, en 2000, la première star de musique électronique internationale. C'est une méga star, il fait les MTV Music Awards, il tourne dans le monde entier, il fait des concerts, et puis son album plaît, surtout tous les titres de l'album, quasiment, je pense que tous les titres servent dans des publicités, dans des émissions de télé, dans des films, comme je vous l'ai dit, à tel point que pour les fans et de nombreux amateurs de musique, eh bien Moby passe pour un vendu, c'est-à-dire qu'en fait il ne pense qu'au fric et tout ce qu'il veut c'est avoir un maximum de retour sur investissement et toucher un maximum de pognon. Et d'ailleurs à cette époque, le Washington Post, le très vénéré Washington Post, fera appel à un mathématicien pour sortir une formule qu'ils appellent le Moby Quotient. Le Moby Quotient, eh bien c'est un quotient, c'est un indicateur pour savoir à quel point un artiste est vendu, en fait, c'est vendu commercialement. Alors je vous laisse découvrir cette formule, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres, notamment par exemple la déconnexion entre les idéaux de l'artiste et le produit vendu. Est-ce que vous faites une pub par exemple pour Amnesty International ou pour Amazon, hein, c'est pas la même chose. Est-ce que la chanson qui est utilisée est une chanson culte ou pas? Imagine de John Lennon évidemment est ultra culte et à un niveau 10, alors que la danse des canards n'aura que 1 en coefficient. Vous avez aussi l'anticonformisme ou pas de l'artiste, la réputation artistique même de l'artiste, évidemment, que Justin Bieber fasse une pub pour des chips, ça a moins d'importance que si c'est Bob Dylan qui le fait, par exemple. Et puis en dessous le graphique, vous avez des exemples qui vous calculent un peu les coefficients. Et bien par exemple les Clash, dont le titre London Calling a servi pour une musique de pub de Jaguar, alors un groupe de punk dont la musique est utilisée pour vendre une Jaguar quand même, et oui, là vous avez un coefficient de 100, plus le coefficient est élevé, plus le groupe est considéré comme un vendu. Bref, cet album va diviser évidemment, hein. Les fans de la première heure vont se mettre à haïr Moby, qui va être considéré comme un artiste tout juste bon à produire des bandes-sons de pub, et d'autres vont découvrir Moby avec cet album, et même la majorité va découvrir Moby avec cet album. Ça reste un très grand compositeur, un musicien hors pair qui sait jouer de nombreux instruments, un grand compositeur, vraiment je vous le dis, moi j'aime beaucoup ses mélodies, et les morceaux qu'il a fait par la suite dans les années 2000 et 2010 sont aussi très bons, certains singles sont magnifiques, les remixes encore mieux. On verra ça probablement dans une deuxième vidéo. En tout cas j'espère que vous avez découvert des choses ou que ça vous a rappelé un peu des souvenirs pour les clubbers des années 90. Moby était vraiment incontournable dans les années 90, c'était un artiste techno très réputé. Je vous quitte là-dessus, merci d'avoir été jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, et puis laissez votre petit commentaire si vous voulez. Allez, ciao, bye bye, à plus.